Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cavalière Sensible. On va rentrer direct dans le vif du sujet puisque aujourd'hui j'ai envie de te parler de mes plus gros moments de solitude pédagogique. Oui, oui, on va parler de ces conseils bien pourris que j'ai pu donner quand j'étais jeune monitrice. Alors, est-ce que je les ai donnés parce que j'y croyais, parce que j'avais appris comme ça, ou parce qu'à l'époque j'avais pas encore le recul que je vais avoir aujourd'hui? Je sais pas. De toute façon, dans cet épisode, tu vas sûrement avoir plein d'excuses que je vais me donner pour justifier les bêtises que j'ai pu dire. Donc au programme du jour, des conseils tout pétés, des petites claques d'humilité et surtout quand même comment on évolue quand on accepte de se remettre en question sans trop se flageller. Allez, on démarre avec le premier conseil foireux que j'ai pu donner avec toute la conviction du monde. Le bon vieux, mais là, il se fout de ta gueule, fais quelque chose. Une petite pépite, celui-là, une masterclass de l'enseignement de l'équitation, non? Donc oui, j'ai super honte, mais je l'ai déjà dit. Bon, même si je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur le sujet depuis, je vais quand même faire une petite récap. Pour rappel, le cheval a un cortex préfrontal, pardon, qui est très réduit. Et ce cortex préfrontal, qui est aussi chez l'être humain, est la zone qui va permettre l'anticipation et la réflexion par rapport aux conséquences de quelque chose. Et donc il se trouve que le cheval ne va pas réfléchir dans cette anticipation, c'est-à-dire qu'il ne va pas réfléchir à la conséquence derrière ou à la manipulation d'une personne, donc ça clairement encore moins. Ce qui fait que concrètement un cheval va faire une action dans l'instant présent parce que c'est une réponse à cet instant donné. Si je donne un exemple tout à fait concret, c'est-à-dire que un cheval va faire pipi, par exemple, sur son foin, parce que à ce moment donné, l'impact que ça va avoir pour lui à l'instant, c'est que ça va éviter qu'il s'éclabousse en faisant pipi. Par contre, il ne va pas réfléchir à la conséquence derrière du fait qu'il va avoir souillé son foin. Donc c'est par là en fait que je veux aller en disant que du fait que ce contexte préfrontal soit réduit, le cheval ne va pas être dans la manipulation et encore moins dans le il se fout de ta gueule. Clairement, c'est pas du tout dans les possibilités cognitives du cheval. Mais le truc, c'est qu'en réfléchissant à tout ça, je pense que j'ai eu une phase totalement inverse, et là, peut-être que je vais pas me faire des amis sur ça, de me dire, «Oui, donc le cheval ne se fout pas de ta gueule», c'est que c'est forcément de la faute du cavalier et là où je dis: «Je vais pas forcément me faire des amis», c'est que j'en suis revenue. En fait, non, pour moi, ce n'est pas forcément de la faute du cavalier. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le cheval ne se fout pas de votre gueule, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça peut être de sa faute et ça veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire que, ce qu'il se passe à un moment donné, je sais pas moi, si le cheval refuse de faire quelque chose, ce n'est peut-être pas de la faute du cavalier, c'est peut-être tout simplement que le cheval, heu, à ce moment-là, n'a pas compris et peut-être que le cavalier a bien expliqué, mais le cheval n'a pas compris. Le cheval a mal aussi, tout à fait possible. Le cheval a aussi une réminiscence d'une douleur qu'il a eue, donc ça peut expliquer que là, il est encore en train d'anticiper qu'il pourrait avoir mal. Ça peut être aussi, le cheval, tout simplement qui n'est pas dans un bon mood quoi, à ce moment-là, hein, c'est tout à fait possible. C'est un être vivant, il peut ne pas être disposé, ne pas avoir envie à ce moment-là et donc oui, ça peut être sa faute. Pour autant, il ne se fout pas de la gueule du cavalier, ce n'est absolument pas dans ses intentions. Donc dans l'évolution que j'ai eue par rapport à ce conseil totalement naze que je pouvais donner, c'est que bien évidemment je ne le dis plus, heureusement, et mea culpa parce que vraiment c'était vraiment, vraiment pourri comme conseil. Mais ça ne m'empêche pas de faire la part des choses entre le fait que oui, des fois c'est la faute de cavalier, oui, des fois c'est la faute du cheval, ça n'empêche qu'on va pas aller taper sur le cheval qui, soi-disant, se foutrait de la gueule du cavalier. On va essayer de comprendre pourquoi le cheval a refusé, on va essayer de comprendre la raison et on va s'adapter en fonction de ça. Bon, je suis sûre que maintenant vous voulez absolument savoir quel est mon deuxième conseil tout pourri. Attention, j'en ai quand même plusieurs, hein. Je sais plus là, est-ce que je pars sur 4 ou sur 5? On verra, selon l'inspiration. Oui, parce que comme tu as pu le constater, cet épisode de podcast est totalement one shot, donc c'est un peu ce qui me passe par la tête au moment donné, quoi. Ah là là, encore un bien connu! Je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'était une constatation que je faisais à mes cavaliers. Il faut tomber 100 fois pour être un bon cavalier. Alors je sais pas si je l'ai dit comme ça, mais concrètement, ça voulait dire qu'en gros, tu tombes, donc c'est parfait, ça veut dire que tu apprends. Non,
Non, non, non, je suis plus du tout d'accord avec ce que j'ai pu dire. Je ne suis plus d'accord avec moi-même. La fille qui est totalement, instable, quoi. Je suis d'accord que le fait de tomber sur une chute pas grave peut permettre de dédramatiser la chute. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Par contre, non, il ne faut pas tomber pour être un bon cavalier. On peut être un très bon cavalier et ne jamais tomber de sa vie. Bon, cela dit, s'il y en a un ou une qui n'est jamais tombé de sa vie et qui écoute cet épisode, mais envoyez-moi un message, hein, parce que sincèrement, vous êtes incroyable. Vous êtes un miracle de la nature équestre. Bref, je reviens à mon sujet. Non, pour moi, en fait, tomber, ne fait pas partie de l'apprentissage. Ça peut permettre de dramatiser la chute, ça peut aussi traumatiser énormément un cavalier et pour moi, maintenant, si on peut éviter la chute, au maximum, c'est carrément mieux, en fait. Donc on peut tout mettre en place pour éviter la chute. Ça ne veut pas dire que la chute, est totalement évitable puisqu'on travaille avec du vivant et que malheureusement, il peut arriver quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais en tout cas, on peut déjà tout mettre en place pour limiter ce risque-là. Mais du coup, suite à ce conseil bien naze, j'en ai encore un autre, hein, attendez, il est bon aussi. C'est quand le cavalier, la cavalière vient de tomber. Bah, c'est lui dire non, il faut que tu remontes maintenant, tout de suite, parce que sinon après, ça sera encore plus dur, tu vas avoir peur. Mais en fait, avec le recul, c'est horrible comme conseil. Alors, enfin, moi, je me trouve horrible de l'avoir donné, mais je pense que vous êtes pas mal à avoir été, bon, souvent en centre équestre et avoir eu ce conseil-là de il faut remonter tout de suite. Ben non, en fait, il faut pas remonter tout de suite, ça dépend. Parce que oui, pour certains, de remonter tout de suite peut permettre d'enrayer un peu cette panique qu'ils pourraient avoir. Mais ça peut l'ancrer très fort en fait. Certains cavaliers ou certaines cavalières ont besoin d'un temps qui leur permet de comprendre ce qui s'est passé, de réaliser ce qui leur est arrivé. Alors évidemment que je parle d'une chute où on s'est rien cassé, parce que quand même on n'est pas maso au point de, de dire au cavalier comment, t'as une jambe en moins, vas-y, remonte dessus, c'est important, parce que sinon tu auras des problèmes après. Bon bref, une chute peut paraître pour l'enseignant pas grave, puisque bah, aucune fracture, aucune lésion, rien du tout. Et en fait, psychologiquement, ça a eu un vrai impact, sur le cavalier et peut-être que, ce cavalier aura besoin d'abord de prendre du temps pour lui, de discuter, avant de se remettre à cheval et je trouve ça hyper important, en fait, d'écouter maintenant la parole, du cavalier qui est tombé pour savoir si il se sent de remonter ou pas. Alors après, on peut aider, un petit peu à booster, en disant: «Bah, ça sera peut-être juste au pas» ou «Si tu veux, je te tiens en main», voilà. Mais on ne force pas et surtout on ne fait pas comprendre que, bah, s'il remonte pas tout de suite, c'est mal quoi. Non, c'est pas mal en fait, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, au ressenti de chacun et peut-être que justement ça lui fera du bien de ne pas remonter et il faudra faire un petit travail, on va dire sur les émotions la fois d'après, mais il vaut mieux faire ça plutôt qu'ancrer un traumatisme à long terme. Alors j'en ai un autre aussi, j'en suis à quoi là? Je vous ai déjà donné 3 conseils pourris, ouais, que j'ai pu donner. Donc là, oui, c'est mon quatrième. Alors en fait, c'est un conseil que j'ai pu donner dans le cadre de cours collectifs, c'est important parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est quand, un cavalier doit faire quelque chose, je sais pas, un exercice qui potentiellement peut lui faire peur et que je demande aux autres, enfin je demandais aux autres, heureusement je ne le fais plus, bon d'autant plus que j'ai très peu de cours collectifs maintenant, mais je demandais aux autres de l'encourager pour le booster, par exemple dans le cadre, d'une puissance, voilà. Exemple totalement, au hasard, d'ailleurs j'en parlais dans les réseaux sociaux, mais les puissances, mon Dieu, quelle horreur pour moi, enfin bon bref. Je m'égare. Donc là, je demandais aux autres cavalières d'encourager la cavalière qui avait peur d'aller sur ce dispositif-là. Et en fait, là, avec le recul, je me dis, mais c'est affreux. Enfin, c'est pas bon du tout, en fait, comme conseil. C'est si je sais déjà que cette cavalière a peur de se retrouver avec les autres cavalières qui l'encouragent. Donc, elle se retrouve en plus avec le jugement des autres et avec cette pression de donc si je ne le fais pas, soit je vais décevoir les autres, soit je vais passer pour une nulle. Donc on vient doubler le traumatisme. Il y avait déjà la peur et en plus il a peur de sauter et en plus il y a la peur du jugement des autres derrière. Mais je me dis mais les pauvres, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les pauvres quoi. Bon, là je vais pas reprendre cet exemple de la puissance parce que clairement je n'en fais plus du tout vu que je suis totalement contre. Mais
Là, si je devais, repartir sur des cours collectifs et me retrouver dans cette situation, vraiment, pour moi, c'est d'abord, on est à l'écoute du cavalier, de la cavalière qui ne se sent pas, qui a peur parce que, ben, concrètement, on peut adapter, on peut trouver des solutions et peut-être que cette fois-ci, l'objectif ne sera pas atteint, peut-être que la personne ne fera pas exactement pareil que les autres, peut-être que ça sera un tout petit peu en dessous de ce qui était attendu, mais le fait d'avoir été écouté, pour moi, va permettre que on arrive petit à petit à l'objectif qui était donné au départ plutôt que de régresser. Bon allez, un petit dernier pour la fin, cet épisode est un peu plus court que d'habitude, mais bon, en même temps, je suis désolée, j'ai pas non plus donné des milliards de conseils pourris, hein, donc on pouvait pas partir sur un épisode de 30 minutes rien qu'avec ça. Mais un petit dernier, voilà, c'est le fait de dire à quelqu'un qui a des difficultés, alors très souvent c'est de la peur, hein, je sais que ça revient, mais dire: «Bah, respire un bon coup, ça ira». Mais what the fuck, quoi? Non, ça n'ira pas. Juste de respirer, ça n'ira pas, ça n'a pas de sens. Si on y réfléchit, enfin même moi dans la vie de tous les jours, juste me dire: «Je vais respirer et ça va aller», non, c'est pas possible. Alors je dis pas que la respiration n'a pas d'impact sur l'état émotionnel, sur le stress ou quoi que ce soit, parce que ça peut avoir un très fort impact. Mais juste le «respire, ça ira», non, puisque de toute façon, si la personne ne veut pas mourir, normalement elle inspire, elle expire, enfin voilà, l'air rentre et sort de ses poumons. Si on veut vraiment rentrer dans ce conseil de «respire, ça ira», c'est déjà comment on respire, puisqu'il existe plein de techniques de respiration qui permettent, pardon, de faire, redescendre le stress. Mais ça ne suffit pas forcément, voilà, il existe d'autres techniques, des techniques d'ancrage, il existe des exercices aussi spécifiques, on peut avoir un discours aussi différent et pas juste de la respiration. En tout cas, juste dire à quelqu'un: «Respire, ça ira», sans lui donner de conseils techniques, ne serait-ce qu'à minima de techniques de respiration, ça n'a aucun intérêt. Donc oui, c'est un conseil pourri parce que c'est un conseil, mais d'une inefficacité totale. Voilà pour ce petit florilège de conseils bien nuls que j'ai pu donner à mes débuts et que je ne donne plus, promis juré. Bon, on va pas se mentir, ce genre de retour en arrière, ça pique un petit peu l'ego, mais bon, c'est aussi ça qui montre qu'on peut évoluer, affiner sa pédagogie et surtout accompagner nos cavaliers dans une pratique plus douce et plus respectueuse quand même. Si toi de ton côté t'en as marre de te taper des conseils qui ne te correspondent pas, sache que je peux t'accompagner à travers des coachings en présentiel ou en distanciel, accompagnement en ligne, pour que tu puisses mieux vivre ta pratique à cheval. Et si cet épisode t'a fait sourire, rigoler ou au moins réfléchir, partage-le avec une cavalière qui a besoin d'entendre ça et surtout pense à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de la Cavalière Sensible et je te dis à bientôt.